Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes au Secours populaire de Haute-Savoie aujourd'hui, toute la semaine pour Panorama. La crise sanitaire a fait exploser la précarité partout en France, familles monoparentales, travailleurs pauvres, personnes âgées, mais aussi entrepreneurs, commerçants, étudiants ont basculé parfois dans la précarité. Le Secours populaire a aidé en France 1 270 000 personnes pendant les 2 premiers mois de confinement, de mars à mai l'année dernière. 45% d'entre elles n'étaient pas connues de l'association. Nous allons échanger sur cette précarité galopante assez inquiétante tout au long de la semaine avec les équipes du Secours populaire, de l'Ordre de Malte et de la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital d'Annecy. Pour ce premier épisode, je suis accompagnée par Clément Collard, le responsable logistique du Secours populaire de Haute-Savoie. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Merci à vous. Alors avant d'évoquer ce sujet, peut-être un mot sur le lieu où l'on se trouve aujourd'hui. Alors donc on est au dépôt départemental en fait, du Secours populaire français de Haute-Savoie, donc qui va gérer toute la logistique alimentaire et matérielle, donc des antennes de distribution qui sont situées un peu partout sur le département et qui viennent en aide aux plus démunis sur les différents pôles alimentaires qu'on peut avoir sur la région. Alors la dynamique que je donnais au niveau national, ce constat assez alarmant, il est aussi présent dans le département de la Haute-Savoie pour l'année qui vient de s'écouler. Oui, effectivement, on a sensiblement les mêmes chiffres. Donc sur le bassin annécien, on est à 60% d'augmentation. Sur des villes comme Sionzier, les équipes ont remarqué une multiplication par 3 de la demande. Thonon-les-Bains par 2, Thônes par 2 aussi. Ça a été une année intense en termes de bénévolat et d'aide aux plus précaires. C'est le premier confinement, là je le disais, plus 45% des personnes accueillies lors du premier confinement n'étaient pas connues de l'association. C'est ce premier confinement qui a été le plus difficile pour les personnes précaires. Oui, tout à fait. C'est vrai que la période, je dirais mi-mars jusqu'à juin, a été très compliquée. On a eu énormément de monde qui n'était pas connu de nos distributions, qui ont poussé pour la première fois les portes d'une distribution alimentaire, avec toutes les questions qui s'y attellent, hein. Donc c'est vrai que c'est des gens qui sont, pour la première fois, je dirais, passés du côté vraiment de la précarité. C'est difficile de pousser cette porte. Comment vous les accueillez? Effectivement, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Oui, c'est difficile. C'est aussi une mise à nu pour certaines personnes qui ont l'habitude d'avoir un boulot, je dirais une vie assez comme on pourrait dire, normale. Mais du jour au lendemain, ça peut basculer assez vite, surtout avec des périodes de Covid comme on l'a connu et de confinement. On les accueille, je dirais, de manière chaleureuse. C'est des bénévoles qui font un énorme travail sur toutes nos antennes de distribution, sur tous nos comités aussi éparpillés sur la Haute-Savoie, qui accueillent. C'est vraiment une question d'accompagnement. Je dirais que le colis alimentaire qui va leur être proposé et qu'ils vont confectionner eux-mêmes va être une porte d'entrée aussi vers ces familles-là pour leur proposer un accompagnement plus global par la suite. L'alimentaire est une vraie problématique, mais qui peut être sous-jacente à beaucoup d'autres sujets. Et c'est ce qui permet à ces bénévoles-là de comprendre un peu l'unité familiale, les besoins et ce qui peut être proposé en plus que d'un colis alimentaire. Parce qu'il y a l'alimentaire, mais pas que. Vous me disiez en préparant cette interview, vous avez aussi eu des personnes, et vous avez encore des personnes qui ont besoin de produits d'hygiène, etc. Votre accompagnement, il est très global. Oui, tout à fait. L'accompagnement est global dans le sens où c'est facile. C'est vrai que ça se comprend facilement un besoin alimentaire. Les gens, les donateurs, hein, que ce soit en magasin, que ce soit les donateurs privés ou les particuliers donnent facilement de l'alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tout à chacun, on ouvre, je dirais, 3 fois le frigo par jour, mais on va aussi au moins 1 voire 2 fois dans la salle de bain chaque jour. C'est des gestes quotidiens qui ne le sont pas pour certaines personnes et dont les produits nous manquent cruellement, c'est-à-dire un gel douche, une mousse à raser, un rasoir, des serviettes hygiéniques. Toutes ces choses-là font partie intégrante de notre
quotidien à chacun, et c'est des produits dont on n'a pas actuellement d'approvisionnement stable en termes de dons, et avec lesquels on essaye de trouver un partenaire ou quelque chose de plus viable pour que les familles qui bénéficient de l'aide du Secours populaire français puissent avoir de réels produits en quantité sur nos distributions. Donc si une entreprise ou un fournisseur nous entend, c'est le moment de prendre contact avec vous. C'est ça, tout à fait. Alors on aime bien travailler sur du local, donc je pense il y a des sociétés de e-commerce qui fonctionnent sur de la cosmétique, que ce soit du local, du bio ou je dirais du plus standard. C'est quelque chose qui nous intéresse. Voilà, on est vraiment preneur de tout type de dons qui sont forcément, comme on est reconnu d'utilité publique, seront défiscalisés. Et des dons, ça nous arrive, beaucoup de partenaires, hein, des palettes un peu abîmées, des packagings un peu décolorés. Bon, on regarde pas la couleur du packaging quand on distribue à nos familles, donc ça sera tout bénéfice pour nous. Comment elle s'est passée cette année pour vous, pour vos équipes, vos bénévoles? Ça a été une année particulière pour tout le monde avec les confinements, beaucoup d'appréhension, surtout au début, quand il y avait encore la problématique des masques, etc. Vous avez pu continuer à accueillir ces personnes-là en sachant en plus qu'elles étaient plus nombreuses? Oui, alors effectivement, on a eu une grosse demande dès le mois de mars. La problématique sanitaire est arrivée tout de suite. Il y a eu plusieurs autres lieux ou de distribution qui ont dû être fermés par des confrères. On a pris le pari de rester ouvert. Covid ou non, la précarité est toujours là et elle a été multipliée. Donc on est resté ouvert. On a dû s'adapter. On a des locaux qui étaient relativement petits. Donc on a fait des demandes pour avoir de l'aide en termes de mise à dispo de locaux. Donc ça a été notamment un gros partenariat qui a été fait avec le FC Annecy, donc le club de football d'Annecy, qui nous a prêté son clubhouse, qui nous a prêté des joueurs du FC Annecy aussi pour être bénévoles, pour un peu, je dirais, drainer cette demande, comme vous le disiez en introduction, galopante, hein, qui nous a submergés. Donc on a eu des très beaux partenariats comme ça, où on a eu des locaux grands, avec la place pour accueillir toutes les familles, les nouvelles, les anciennes, celles qui passaient la porte pour la première fois. Grâce à ces partenariats, ça a pu se développer, je dirais, dans la bonne entente et répondre de manière vraiment concrète à la précarité alimentaire grandissante, notamment sur le bassin annécien. Il y a la question des étudiants. L'association au niveau national a bénéficié d'une mobilisation assez inédite. Ça s'est passé sur Twitch, un réseau social dont on parle pas mal en ce moment. Une trentaine de streamers se sont mobilisés et ont collecté 131 000 € au profit donc des étudiants. Vous l'avez vu, cette précarité, cette pauvreté étudiante arriver? Effectivement, il y a eu une grosse problématique de la jeunesse, hein, qui effectivement a été impactée de plein fouet. C'est des jeunes qui sont dans nos cinémas, qui travaillent en emploi étudiant dans nos cinémas, dans les restaurants, dans les bars, parfois dans les boîtes de nuit. Donc effectivement, ça fait 1 an que ces jeunes-là ne travaillent plus, et la demande est grandissante. Sur Annecy, effectivement, il y a eu de la jeunesse qui est arrivée dans nos distributions. On parle de jeunesse au sens large, même si la précarité étudiante est très médiatisée. Au Secours populaire, on la prend dans son sens large, du fait qu'il y a énormément de jeunes aussi de moins de 25 ans qui ne font pas d'études pour plein de raisons, et ce sont souvent des raisons aussi financières. Et du fait de cette crise, ça les a impactés doublement. Donc étudiants et non étudiants, donc à l'heure où je vous parle, on est en train de faire pour la première matinée de distribution à la mission locale d'Annecy, avec des bénévoles du Secours populaire, avec des jeunes de la mission locale, une distribution alimentaire envers ces jeunes, étudiants ou non. Donc ça a été des actions concrètes qui ont été mises en place, donc notamment avec la coordination de la mission locale et de nos équipes, pour répondre à cette précarité. Il y a une réelle question, une réelle augmentation. Et je dirais c'est un public difficile à capter.
dans le sens où il y a une gêne qui est encore plus difficile sur laquelle à passer le pas. On en parlait un peu tout à l'heure, c'est difficile de pousser la porte d'une distribution alimentaire pour la première fois de sa vie. Quand on est jeune, en 2020, 2021, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques et celle-là en fait partie. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est une mise à nu et pour des jeunes qui ont déjà beaucoup de problématiques, de devoir aller taper à la porte d'une distribution alimentaire et aussi se mélanger à ces distributions alimentaires, ça peut être vécu aussi comme un petit choc. Et c'est pour ça qu'on essaye d'accompagner ce public-là en allant déjà dans leur structure pour les amener après à nous, pour qu'ils puissent intégrer nos centres de distribution et nos équipes. Quand on parle de la jeunesse, on parle aussi des enfants. Les écoles ont été fermées lors du premier confinement. Ça a été un vrai sujet aussi. Vous accompagnez les familles pour les aider à alimenter correctement 3 fois par jour, dans les cantines aussi maintenant, les enfants. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une des problématiques majeures qu'il y a eu sur le premier confinement, la fermeture des écoles. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles qui viennent au Secours populaire français, dont les enfants sont à la cantine et qui nous disent ouvertement que la cantine permet d'avoir un repas équilibré au moins par jour. C'est-à-dire c'est partir à l'école avec un simple gâteau pour petit déjeuner, l'assurance que l'enfant aura un bon déjeuner et le soir faire avec ce qu'on a. La fermeture nette des écoles a posé cette problématique. C'est un surcoût financier pour les familles, hein, faire un repas aussi le midi pour les enfants. Il y a un accompagnement qui est fait là-dessus, c'est-à-dire aider au financement notamment des cantines pour ces personnes-là, surtout depuis la réouverture des établissements scolaires. Donc c'est une des missions aussi du Secours populaire et une des possibilités d'aide et d'accompagnement qui est de aider au financement de certaines petites dépenses de la vie qui pour certains peuvent paraître vraiment pas grand-chose, mais qui sont déjà énormes pour les familles qu'on accompagne. Encore deux petites questions parce que cette émission touche à sa fin. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier, si jamais c'est le moment de le dire? Oui, on a besoin, comme je disais tout à l'heure, d'hygiène, beaucoup d'hygiène, hein. C'est un passage obligé dans notre journée de chacun. On essaye de s'ouvrir au maximum aux entreprises, donc par le biais de l'hygiène, mais par plein d'autres biais. On a fait énormément de collectes alimentaires sur des grosses structures et des grosses entreprises d'Annecy au mois de décembre. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en place. On est ouvert à l'entreprise. Je pense que la précarité et la lutte contre la grande précarité est une affaire de société, une affaire de tous. Donc ça nous intéresse d'avoir des contacts en entreprise, de pouvoir même simplement présenter nos actions dans des CE, dans des petites TPE ou des PME même, et démarcher des partenariats, quels qu'ils soient, si c'est de la collecte alimentaire, du financier ou juste, comme je le disais, une simple présentation, on est ouvert à la question. Et dernière question, là on a évoqué un constat qui n'est pas forcément très réjouissant. Est-ce que vous avez vu tout de même des raisons d'espérer cette année? Oui, oui, il y a de l'espoir, hein. Je veux dire, on a découvert une partie je dirais, une partie de la population qui a subi la crise. Je pense aux restaurateurs, aux directeurs de cinéma, à toute cette partie-là de la société qui ont mis les bouchées doubles pour nous accompagner. Je pense à des directeurs de cinéma comme celui d'Annecy qui nous a donné pléthore de confiseries, de boissons. Je pense à des restaurateurs annéciens qui nous ont fait des 50 repas livrés, clés en main pour les familles. Je pense à des groupes comme des grossistes alimentaires comme Pomona ou Brec qui nous ont donné l'équivalent de tonnage, de tonnage record pour notre association sur l'année écoulée et qui le faisaient vraiment avec un sens profond je dirais de civisme et qui essayait de faire avancer le problème avec nous. Ça a été quelque chose qui nous a sauté aux yeux et ces partenariats-là qui sont nés sur l'année continuent de perdurer
Et je dirais que ça, c'est vraiment la touche d'espoir de 2020, c'est d'avoir rencontré toutes ces personnes-là qui nous ont énormément aidés, qui continuent à le faire et qu'on remercie chaleureusement pour toutes les actions qu'elles ont faites et qu'elles feront pour l'avenir avec nous. Eh ben, merci beaucoup Clément Collard de nous avoir apporté votre témoignage. Et puis demain, on poursuit nos échanges avec l'équipe du Secours Populaire, avec deux responsables d'antenne. Vous les avez cités tout à l'heure, celle de Thonon et d'Annecy. Merci beaucoup, à demain. Bonjour à tous. Une crise sanitaire et sociale, c'est le sujet qui nous intéresse cette semaine dans Panorama. L'année Covid a été aussi une année où la précarité et la pauvreté a explosé en France, une grande détresse aussi. Plus 45% de bénéficiaires pour le secours populaire au niveau national. Pour poursuivre nos échanges sur le sujet, je suis avec Marie-Josée Pannevière, responsable de l'antenne du bassin annécien. Bonjour. Et Pascal Bron, secrétaire général du Secours populaire du Chablais. Bonjour également. Bonjour. Alors vous êtes deux des 500 bénévoles de l'association au niveau du département. Vous êtes toutes les deux engagées depuis 4 ans dans cette association. Tout simplement, même question pour commencer à toutes les deux. Cette précarité qui explose, qui inquiète, vous l'avez constatée et dans le Chablais et dans le bassin annécien ? Oui, on l'a constaté et très rapidement par une montée des demandes d'aide alimentaire. Et d'ailleurs, pendant le premier confinement, on a été obligé d'ouvrir des lieux de distribution alimentaire complémentaires. Notre lieu habituel ne suffisait plus du tout. On a été avec un pic de 60% de personnes supplémentaires. Dans le Chablais aussi, cette dynamique-là, vous l'avez vue ? Oui, on a très vite ressenti qu'il y avait effectivement beaucoup plus de demandes. Il a fallu s'adapter, évidemment. Nous, on a ressenti, on a calculé 37% d'augmentation par rapport à l'année d'avant. Ouais. Clément Collard le disait dans l'épisode précédent, beaucoup de familles monoparentales, des jeunes. Qui est-ce que vous avez vu pousser la porte, parfois pour la première fois, de l'association ? Alors classiquement, je crois que c'est vrai dans toutes les associations, on a vu des gens qui habituellement ne venaient pas parce qu'ils avaient des emplois, mais des emplois précaires, avec lesquels ils réussissaient tant bien que mal à être sur le fil du rasoir et ils n'avaient pas besoin de nous. Et puis ces emplois précaires se sont arrêtés net. Et parfois, compte tenu de leur situation précédente, le nombre d'heures travaillées, il y avait des trous dans la raquette des aides qu'ils pouvaient obtenir et ils se retrouvaient vraiment sans rien. Donc c'est des gens comme ça que l'on a vus, qui s'en sortaient avant, pas merveilleusement, mais qui s'en sortaient et qui d'un seul coup n'avaient plus rien. Donc effectivement, des jeunes... Alors Annecy étant une ville touristique, il y avait énormément d'emplois, de petits emplois dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans tout ce qui gravite autour du tourisme, et tout ça s'est arrêté. Sur le Chablais, nous, on a constaté aussi des auto-entrepreneurs qui sont venus frapper à la porte du Secours populaire et qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. On parle de l'aide alimentaire, vous avez augmenté la distribution. Votre rôle, il a été aussi d'accompagner ces gens-là, certainement dans une grande détresse. La période, elle est compliquée pour tout le monde, psychologiquement, les confinements, le couvre-feu, etc. Là, ça a été encore certainement plus prégnant. Votre rôle d'accompagnement social, il s'est vraiment concrétisé cette année ? Oui, on est effectivement, on nous connaît beaucoup pour l'aide alimentaire, mais on essaye et on dit toujours chez nous que l'alimentaire, c'est la porte d'entrée. Parce que c'est le premier besoin qu'il faut satisfaire. Les gens qui viennent chez nous ont besoin de manger. Mais ça cache plein d'autres besoins et on essaye toujours de voir la personne dans son ensemble et pas simplement son envie de manger. Donc bien sûr, derrière, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de factures non payées. On est beaucoup intervenu sur des factures de loyer, de gaz, d'électricité, de choses comme ça qui étaient au bord d'être coupées. Voilà, on essaye de voir les personnes sous cet angle-là. Et on les a vus à cette époque-là, malheureusement d'un peu loin, parce que dans la période du confinement strict, on est intervenu à distance, on ne pouvait pas les rencontrer. Mais on les a revus après, au moment du déconfinement et au moment où les choses allaient un peu mieux. C'était le printemps, c'était l'été, tout allait mieux. Cette détresse, comment vous avez fait pour l'accompagner ? Alors nous, on a à cœur d'être vraiment là constamment. On n'a absolument pas
cessé d'être ouverts. Les bénévoles se sont mobilisés vraiment, et je les en remercie parce qu'on a pu compter sur des équipes qui ont répondu présents dès le début, dès le 17 mars. Ils ont été là. Sur Thonon, on a maintenu une journée d'ouverture et puis un accueil téléphonique en mettant sur les portes du Secours populaire un numéro et les personnes ont pu nous appeler. Ça a été tendu parce que les personnes, elles nous ont appelés à partir de 7h le matin jusqu'à 23h. Et il y a eu constamment un accueil téléphonique. D'ailleurs, j'ai vu qu'au niveau national, il y avait eu beaucoup de propositions de bénévolat pendant cette période-là. Est-ce que ça, vous l'avez vu, cette solidarité-là quand même? Oui. Alors ça n'a vraiment pas été un problème. C'est vrai que les personnes un peu plus âgées étaient beaucoup plus fragiles par rapport au Covid, donc se sont peut-être mises en retrait pour certaines, mais on a eu un afflux de personnes jeunes qui ne travaillaient plus, qui étaient en chômage partiel et qui n'envisageaient pas de rester seuls à la maison. Donc on a eu une nouvelle population de bénévoles. Des gens jeunes, motivés, qui avaient envie d'aider et qui ont profité de cette période où ils étaient sans emploi pour venir nous aider. Certains sont restés, certains après sont retournés à leurs activités normales, mais on a gardé un fond de... Ça a rajeuni les équipes de bénévoles. Vous aussi, vous avez eu quelques nouveaux arrivés côté bénévole? On a eu même des très jeunes, des collégiens, lycéens, qui se sont proposés pour faire quelque chose de concret. Et j'ai en exemple de jeunes lycéennes qui ont même fabriqué des gâteaux et qui sont venus les distribuer au moment des distributions de colis alimentaires, avec un lien très très fort du coup entre ces jeunes et les personnes en précarité. Donc même 5 petites minutes de rencontre, mais 5 petites minutes qui ont été très très fortes. Je l'ai dit en introduction, ça fait 4 ans toutes les deux que vous aviez fait le choix de vous engager au Secours populaire. Pourquoi et est-ce que cette année que nous venons de traverser renforce votre engagement ou il y a aussi une forme peut-être de lassitude, de fatigue? Ah non, pas de fatigue, non, pas de lassitude, parce que dans une association de ce type, on sert toujours à quelque chose. Et c'est pour ça qu'on est là. On nous renvoie toujours le fait qu'on a été utile. Et quand on est comme moi à la retraite, la pire des choses, c'est d'un seul coup de se retrouver inutile. Donc ici, c'est vraiment un lieu où on rend service en permanence, où on aide, on accompagne, et c'est parfait. Il y a de très très belles rencontres qui se font. C'est l'occasion justement de rencontrer des personnes que peut-être on n'aurait pas l'occasion de rencontrer autrement. Et puis, il faut rester aussi très lucide sur le fait que la précarité, ça peut toucher tout le monde. On peut tous, à un moment donné, être en difficulté et savoir où aller, où trouver de l'aide. Je crois que c'est essentiel. Il y a un moment, l'une et l'autre, qui vous a particulièrement marqué cette année, alors dans un sens ou dans un autre, un moment difficile ou un moment justement plus joyeux? Ah, là, nous allons avoir un blanc. Il faut qu'on le dise. Il y en a plein des moments marquants quand on est bénévole au Secours populaire. Oui, les moments marquants, c'est quand on a vraiment trouvé la solution à un problème qui paraissait totalement insoluble au départ, qu'on a remué ciel et terre pour trouver quelque chose, une solution de logement, une solution pour les enfants, qu'on a réussi à faire partir les enfants en colonie de vacances, des choses de ce genre. Ça, c'est les moments de joie. C'est les moments où on a réussi, alors pas pour l'ensemble des personnes, mais sur un cas particulier qui était particulièrement complexe, on a réussi à faire quelque chose. C'est ces moments-là qui nous apportent le plus. On reçoit beaucoup, on ne fait pas que donner quand on est bénévole, on reçoit énormément. Je vous vois approuver. J'approuve. Moi, peut-être le moment le plus marquant, c'est l'annonce du confinement du 17 mars, où là, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va devoir fermer ? Ça, c'était ma grande inquiétude. Et la mobilisation, mais quasiment instantanée, d'une petite équipe au départ, de trois bénévoles qui m'ont dit tout de suite, mais on ne va pas fermer, on va assurer les distributions alimentaires au moins.
Et tout de suite, ça a entraîné vraiment toute une équipe sur laquelle on a pu compter, qui se sont fatigués vraiment, hein, parce que, comme dit Marie-Josée, nos bénévoles, la plupart, hein, c'est des personnes qui ont déjà un certain âge, et elles se sont mobilisées immédiatement. La question s'est pas posée pour elles. Moi, je me suis inquiétée pour eux, et eux, en fait, se sont dit, mais non, tu peux tout de suite compter sur nous. Ça, c'était très fort. Comment on peut faire pour vous aider? C'est le moment. Il y a plein de moyens. Celui dont on vient de parler, être bénévole. Et chez nous, on peut être bénévole à temps complet, presque comme nous le sommes, mais on peut aussi venir pour une demi-journée. Par exemple, faire des paquets cadeaux dans un magasin à Noël. On est bénévole à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. On peut bien sûr nous faire des dons, qui peuvent être des dons matériels ou des dons financiers. Et puis, on peut nous faire connaître. Et puis, on peut venir à nos braderies. Alors, en fonction des secours populaires, hein, selon les villes, mais si je peux parler de Thonon, à Thonon-les-Bains, on assure 2 braderies par semaine qui sont fixes, qui sont le lundi après-midi et le samedi matin. Alors, tout le monde peut venir à nos braderies, acheter d'occasion. Ça nous soutient financièrement. Et puis apporter, si vous avez des choses à nous donner, on peut les revendre donc à bas prix, et ça nous permet de fonctionner. Et ici, il y a un vestiaire solidaire dans les bâtiments dans lesquels nous sommes, qui est ouvert tous les mardis et tous les samedis après-midi, où on revend les choses ce qui nous a été donné. Et c'est pour les amateurs de vintage, c'est parfait. Et en plus, c'est très tendance. Voilà, le vintage, c'est le très tendance. Une dernière question rapidement à toutes les deux. Vous l'avez un peu déjà dit, mais il y a des raisons d'espérer, parce qu'on parle de précarité galopante, etc. Vous avez vu des raisons quand même d'être optimiste pour la suite, l'une et l'autre? Ouais, on l'a vu cet été dans une ville comme Annecy, les restaurants ont réouvert, il y a eu de nouveau des touristes, il y en a même eu énormément, et tous les petits boulots ont repris immédiatement. Donc tous ces gens qu'on avait aidés momentanément, on les a revus malheureusement quelques mois plus tard, mais c'est reparti extrêmement vite, ils ont tout de suite retrouvé ces petits boulots-là. Donc dès que ça rouvre, ça remarchera, dès que les confinements sont terminés, c'est ça l'espoir, c'est que tous ces gens-là retrouveront leur job. Oui, je ne sais pas quoi redire après Marie-Josée, je pense que c'est exactement ça. Et peut-être aussi qu'on peut dire que le Covid nous a obligés à nous réinventer, à trouver d'autres façons de fonctionner et puis à s'entraider. Je pense que là, il y a des élans de solidarité qui ont été inattendus et j'espère qu'on va garder ça après une reprise normale des choses, qu'on restera quand même un peu plus solidaire. Merci beaucoup à toutes les deux de votre présence, de votre travail au quotidien et à ceux de tous les bénévoles. On ne le répète jamais assez à quel point les associations et les bénévoles sont importants en France dans une situation comme nous vivons en ce moment. Merci beaucoup. Et puis demain, on se retrouve sur ce même plateau, toujours au Secours Populaire, mais avec l'équipe de l'Ordre de Malte cette fois-ci. À demain. Merci de nous rejoindre pour ce 3e épisode de Panorama. La crise sanitaire que nous traversons depuis 1 an ne doit pas masquer la crise sociale malheureusement qui l'accompagne. Un Français sur 3 a subi une perte de revenus ces derniers mois, entraînant certains dans une très grande précarité. On l'a vu lors des 2 premiers épisodes, l'aide alimentaire notamment, mais pas seulement, a beaucoup augmenté en France et en Haute-Savoie. Nous sommes avec l'Ordre de Malte, toujours au Secours Populaire. Bertrand de Florian, délégué départemental de l'Ordre de Malte de Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour. Et Didier Mathieu, vous êtes l'un des 6 chefs de service d'équipe, chef d'équipe des maraudes que vous assurez à Annecy. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je l'ai dit, nous sommes au Secours Populaire. On va parler de ce que vous faites, notamment au cours des maraudes et des publics que vous accompagnez. Mais puisqu'on est au Secours Populaire, l'une des conséquences de cette crise Covid, de cette année, de ces confinements, c'est que vous avez créé une aide alimentaire avec le Secours Populaire du côté de Sevrier, près d'Annecy. Pourquoi ? Oui, alors nous avons l'habitude de travailler avec les autres associations, on y tient beaucoup, et on travaillait déjà avec le Secours Populaire. Mais il s'est avéré qu'en mars dernier, au début du premier confinement, tous les restaurants ont dû déstocker et le Secours Populaire avait des quantités de marchandises énormes.
Et on s'est dit qu'on pouvait monter en partenariat à 3 avec l'Ordre de Malte, où on avait une certaine expérience de la logistique et des publics, et puis le Secours populaire en approvisionnement principal, et puis la paroisse de la Rive Gauche, donc les 7 villages de la Rive Gauche, pour écluser ces produits. Et bien évidemment, on s'est aperçu que vous mentionniez les pertes de revenus. Ça répondait tout à fait à une demande de personnes. Je citerai seulement un couple qui était là depuis mars. Elle est infirmière à mi-temps. Lui est VRP en restauration, donc 0 revenu. Et 3 enfants, ils ne peuvent pas boucler s'ils n'ont pas une aide alimentaire. Même sur les rives du lac d'Annecy, les besoins existent, il faut le rappeler. Oui. 70 familles, je crois, à peu près, Oui. chaque semaine, donc c'est beaucoup. Oui, maintenant même un peu plus. Oui, parce qu'on a des hébergements d'étrangers aussi sur notre rive. On a eu l'idée de cette thématique notamment parce qu'en fait, on a constaté tout simplement en se promenant dans les rues d'Annecy qu'il y avait beaucoup de monde à la rue, beaucoup plus qu'il y a quelques mois en arrière. Ça, vous l'avez constaté notamment dans vos maraudes où vous allez vraiment au contact de ceux qui ne viennent pas forcément à vous. Alors, quantitativement, dire qu'il y en a beaucoup plus, on ne peut pas franchement le dire. Il y a aussi eu des populations qui étaient venues en particulier au premier confinement, comme les saisonniers en fin de contrat qui étaient restés dans la région, qui ne sont pas là évidemment puisqu'ils ne sont pas venus. Donc il y a aussi des situations particulières. La chose la plus frappante dans les maraudes en 2021, c'est la perte de repères, c'est le côté déboussolé des gens de la rue qui avant s'appuyaient beaucoup sur toute la structure sociale qui existait, les magasins ouverts jusque tard, les gens qui passaient dans la rue et tout ça maintenant ça n'existe pas. Et donc il y a une deuxième vie qui s'installe une fois que le couvre-feu est en place avec les gens qui restent dehors et qui sont entre guillemets un peu paumés. Et donc, il faut qu'on accompagne d'un point de vue alimentaire, mais aussi en termes de lien social, puisque là, tout d'un coup, ce qui était avant leur lien ou leur relation sociale avec l'autre monde n'existe plus. Cette détresse, comment vous l'accompagnez ? Est-ce que vous avez pu continuer à le faire au cours de cette année ? Puisque notamment au début, au premier confinement, il y a eu une forme de sidération, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire ou pas. Il y avait la problématique sanitaire, les masques. Comment vous avez continué à travailler pour accompagner ces gens dans une grande détresse ? Alors on a eu un arrêt d'une semaine quand ça a été annoncé. Le temps de manière interne à l'Ordre de Malte, en fait, de caler les protocoles, d'acquérir les masques et gels, c'était l'essentiel à l'époque. Et puis, ça a duré à peu près 8 jours. Et puis, au bout de 8 jours, en fait, on a redémarré. Et puis, d'autres associations ne pouvaient pas pour diverses raisons. Donc on avait effectivement beaucoup de travail et surtout de distribution alimentaire, puisqu'il y avait des distributions alimentaires qui étaient arrêtées. Donc là, on donnait beaucoup plus de volume que d'habitude. Il fallait continuer. Oui. Donc effectivement, le premier confinement a été marqué par cette distribution, par le réseau d'alimentation qu'on a créé. Et puis, dans l'ambiance aussi, le premier confinement, il y avait une solidarité nationale, il y avait les applaudissements 20 heures, il y avait toute cette dynamique qu'on n'a pas retrouvée cet automne. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solidarité, mais c'est plus le premier confinement, c'est le deuxième. C'est le deuxième hiver, c'est la deuxième période maintenant avec du couvre-feu. Et tout le monde, je pense, dans la société est un peu plus, entre guillemets, dans le dur. Et du coup, il faut qu'on soutienne plus les gens de la rue, qui sont toujours là et qui ont besoin toujours qu'on les aide matériellement et aussi humainement. On a parlé des maraudes à Annecy, il y a aussi l'accueil de jour, l'escale à Annemasse que vous ouvrez les week-ends, le taxi social aussi. Vos différentes missions, elles sont encore plus importantes cette année ? Alors absolument, oui, on retrouve souvent un peu plus de monde, d'une part, et puis d'autre part des personnes plus désemparées.
Donc même si le lien est un peu plus distant, un peu plus rapide pour des raisons de sécurité sanitaire qu'on veut au maximum pour nos bénévoles, le lien, même s'il est plus court, on sent qu'il est plus intense et plus important. Parce que aussi ils ont perdu tous ces petits jobs, donc des pertes de revenus, donc et en plus ce besoin de lien, comme vous disiez, la sidération, on reste un peu bloqué. Il faut réinventer une nouvelle approche, donc encore plus important, oui. Vous vous attendiez à vivre une année comme celle-ci, l'un et l'autre? Ben moi, à titre personnel, je faisais partie des gens, à mon avis, très nombreux qui pensaient que c'était fini au printemps. Je sais pas, on a dû être naïfs. Optimiste. Voilà, on y a cru. Donc là, on a, tant à titre personnel qu'au titre des maraudes, on a remis les pieds sur terre, puis on y est reparti. Alors, on avait les enseignements de la première fois. On avait aussi des gens qui nous avaient aidés la première fois, qui se sont manifestés de nouveau. Et puis donc, maintenant, on ne se pose pas de questions, quoi. On y est tous les soirs et puis on reçoit beaucoup de retours des gens qu'on rencontre. Donc ça, c'est notre richesse, c'est qu'on apporte peut-être du lien, du soutien, mais on reçoit aussi beaucoup de retours de leur part. Ça nous fait du bien et puis on y va tous les jours, quoi. Voilà. On ne pose pas trop de questions. Et paradoxalement, on a presque un peu plus d'intimité que les maraudes des années précédentes, toutes les actions des années précédentes. Oui, on a presque un peu plus d'intimité parce qu'on a moins d'arrivées extérieures ou d'étrangers ou de gens qui venaient autrefois chercher des boulots de saison, des boulots de restauration. Et alors, on a des relations plus proches, plus amicales parce qu'on les connaît mieux, on les voit tous les jours. Donc c'était plus intense, plus amical. Et je crois que c'est ce dont ils ont besoin, au moins autant que de l'aide alimentaire. Vous associez les jeunes en ce moment à votre travail pour vous aider à collecter notamment des denrées alimentaires. Oui, je crois que nous avons toutes les associations, je crois que nous avons un rôle pédagogique qu'on appelait instruction civique quand j'allais à l'école. Je crois qu'on a tous un rôle. Je citerai un domaine tout à fait autre, le Souvenir français, par exemple, qui fait désherber par des écoles les allées des cimetières militaires pour les sensibiliser. C'est pas pour l'action de désherbage, en fait, c'est pour l'action de sensibilisation. Et alors, effectivement, au moment de l'Avent qui mène à Noël et du Carême qui mène à Pâques, dans les paroisses de Haute-Savoie, ils organisent des collectes autour d'eux, dans leur cercle. En ce moment, à cause des enjeux sanitaires, il y en a qui ont l'idée de mettre des cajots devant leur porte et puis d'annoncer aux gens qu'ils peuvent venir déposer quelques objets, quelques conserves. Et je crois que nous avons effectivement ce rôle pédagogique. Et alors, on a beaucoup de questions. Encore dimanche prochain, j'y suis. Énormément de questions des jeunes. Comment ils sont arrivés là, comment ils vivent. Donc après, et puis on leur apprend à ne pas, ils sont jeunes, pas la peine de créer, ils n'ont pas besoin de créer un lien, mais on leur apprend seulement à donner un sourire et à dire bonjour, au lieu de changer de trottoir, parce qu'on est tous un peu gênés quand on en croise dans la rue. Et on tient beaucoup à ce rôle. Ça fait quand même plusieurs milliers d'élèves chaque année. Et ça se poursuit jusqu'à Pâques. De quoi vous avez besoin? Est-ce que ceux et celles qui nous regardent peuvent vous aider d'une façon ou d'une autre? En produit, je dirais, c'est surtout couverture en ce moment, gants. J'ai vu hier que les stocks étaient très bas. Donc, pour être concret et précis, je dirais déjà couverture, gants, chaussettes. Et toi, tu rajouterais? Je me rends compte que les personnes que l'on rencontre apprécient beaucoup quand le soir, il y a un plat frais, une soupe traditionnelle, entre guillemets. Donc ça, c'est une chose qui est très appréciée parce que les sandwichs qu'on leur donne, c'est bien à la sortie d'un supermarché, mais enfin, toute la journée, c'est pas suffisant pour avoir le sentiment de bien se nourrir et bien se nourrir. Donc ces plats-là sont très appréciés. Et puis effectivement, il y a les moyens de protection contre le froid. Alors ça peut être un tapis isolant pour par terre, ça peut être des couvertures, ça peut être des gants, des bonnets, des choses pratiques. Et puis
oui, c'est ce qu'on ressent le plus en ce moment. Et on vous les dépose où ça? Il suffit d'appeler soit sur le mail délégation674@ordredemalfrance.org ou le téléphone 06 01 21 27 79 qui est sur notre site Ordre de Malte, sur la Haute-Savoie. Et vous avez aussi besoin, comme tous, hein, de bienveillance. C'est-à-dire que vous me disiez, avant de préparer, d'attaquer cette émission, vous faites beaucoup pour les personnes qui en ont besoin, mais tout le monde peut faire un peu, ne serait-ce qu'un peu, avec de la bienveillance. Oui, vous avez raison, moi j'y attache beaucoup d'importance. Bien sûr, il y a l'État, bien sûr, il y a les collectivités territoriales, bien sûr, il y a les associations avec des milliers de bénévoles en Haute-Savoie, tout ça c'est merveilleux. Mais je crois qu'il ne faut pas que compter sur eux et que chacun a son rôle à jouer sur son palier, avec son voisin, sur le trottoir, par un sourire, par une attention, par un service. Et ça rendra cette période actuelle qui est un peu plus difficile à vivre, ça la rendra beaucoup plus agréable, en plus de tous les modèles qui existent. Insiste beaucoup là-dessus. Et quand vous dites ce qu'ils peuvent apporter, vos téléspectateurs, ils peuvent effectivement apporter un sourire, et c'est déjà énorme. Et puis, j'ai envie de rajouter, Bertrand, aussi de la compréhension et puis de l'indulgence aussi. Si les gens de la rue, le soir, parfois, sont un peu bruyants, ou faut se rendre compte que la ville s'est vidée de ses autres occupants et qu'il reste qu'eux. Donc forcément, on les voit plus et on remarque plus leur présence. Donc il y a aussi la tolérance. Et effectivement, un sourire, un bonjour, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Et puis nous aussi, on a plein de remerciements, de gestes, donc il faut rajouter de l'humain. Eh ben, c'est parfait comme conclusion. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Panorama. Demain, 4e et dernier épisode de la semaine, nous parlerons santé avec la PAS, la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital d'Annecy. À demain. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce dernier 4e épisode de Panorama. Cette semaine, on s'intéresse à cette crise sociale et sanitaire que nous vivons depuis quelques mois déjà. Certains, vous l'avez bien compris, au cours des 3 premiers épisodes ont payé un lourd tribut, particulièrement lourd, les plus fragiles, les plus précaires. Un public que mes deux invités connaissent bien. J'accueille maintenant une partie de l'équipe de la PAS, la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier Annecy-Genevois. Docteur Anna Gnoni, vous êtes médecin coordonnateur de la PAS, et Marie Badoil, vous êtes assistante sociale également à la PAS. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là. Pour commencer cette année si particulière, je l'ai dit, crise sanitaire et sociale, comment ça s'est concrétisé dans votre quotidien ? Alors déjà, si je peux expliquer un petit peu comment fonctionne notre service, on est un certain nombre de professionnels qui travaillent surtout à l'extérieur, donc avec des permanences. On a des infirmières qui travaillent dans les centres d'accueil de jour, les centres d'hébergement d'urgence, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les résidences à Doma, les services de la ville qui sont destinés à faciliter l'accès au logement et enfin il y a divers droits. Donc on a donc des permanences médicales avec l'assistante sociale dans ces différents lieux d'hébergement ou d'accueil. Et donc avec la crise sanitaire, certains lieux d'accueil ont été fermés ou en tout cas pendant le premier confinement se sont vus fermés, donc avec une difficulté de se rendre pour les gens de la rue ou pour les gens qui étaient habitués à les fréquenter, des difficultés de continuer à avoir accès aux soins, ou en l'occurrence pour ce qui nous concerne. Donc pour le coup, on a dû s'adapter pour que justement il n'y ait pas de rupture d'accès aux soins. Et donc on a eu la possibilité d'avoir accès au camion du Cégide, le centre de dépistage anonyme et gratuit de l'hôpital, qui habituellement avec ce camion faisait des campagnes de prévention dans différents lieux. Donc on a utilisé ce camion pour organiser des consultations dans les lieux où les personnes étaient confinées,
c'est-à-dire les lieux d'hébergement en l'occurrence, qui sont restés ouverts en journée, ou pour ceux qui n'avaient toujours pas d'hébergement ou qui restaient très marginalisés et qui restaient à la rue, en pleine ville, vers le quai des Clarisses, devant les locaux de la Croix-Rouge. Voilà, donc les 15 premiers jours ont été assez denses et ensuite ça s'est un petit peu mieux, ça a été un peu plus fluide. Mais voilà, tous les professionnels là-bas ont été mobilisés pour qu'il n'y ait pas cette rupture d'accès aux soins. Voilà, après, avec le deuxième confinement, c'était un peu moins compliqué. Le centre d'accueil de jour de la halte, notamment, est resté ouvert. Et pour le coup, on a continué à peu près normalement, avec un respect strict des règles sanitaires, avec des salles d'attente à l'extérieur, à offrir l'accès aux consultations. Et puis, ça c'est pour la partie de notre organisation. Ça s'est passé comme ça pour cette année, avec des difficultés que ça a représenté pour le public. Voilà. C'était important de poursuivre votre mission. Vous êtes vraiment une équipe pluridisciplinaire. Il y a des médecins, des infirmières, une sage-femme, des assistantes sociales. Je vais peut-être en oublier, je vous laisserai me corriger. C'était important de retenir ce lien parce que c'est un public qui peut être éloigné des soins. Oui, c'est important. C'est un public qui va être très enclin à je ne veux pas dire briser le lien, mais en tout cas à s'éloigner assez rapidement des services sociaux et du soin, parce qu'il y a d'autres préoccupations, parce qu'il y a d'autres objectifs. Et nous, vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'aller vers, de créer du lien. Et un objectif sur du long terme, c'est l'accès aux soins. Mais pour le coup, sur du court terme, c'est vraiment d'essayer de créer le lien et de pouvoir rentrer en relation avec les personnes qui sont les plus éloignées du système de soins tel qu'on le connaît, nous, aujourd'hui, en France, quoi. Voilà. Alors, des passes, il en existe un petit peu partout en France, mais celle d'Annecy, vous êtes une équipe assez nombreuse, vous me disiez, il y a plus d'infirmières au cours des derniers mois, c'est-à-dire que votre activité, elle est vraiment essentielle. L'accueil des urgences de l'hôpital d'Annecy, ça ne suffit pas, en fait, pour ce public-là. Alors, c'est surtout pas adapté, parce que c'est vrai que c'est un public qui, quand ces dispositifs n'existaient pas, quand les passes n'existaient pas, et puis ça se fait toujours, mais de moins en moins, justement, l'idée c'est d'éviter ça, se présenter aux urgences quand il y avait un problème aigu, parce que justement, comme le disait Marie, l'accès aux soins, soit parce qu'on n'a pas de couverture sociale, soit parce qu'on en a mais qu'on se trouve très marginalisé et puis que c'est difficile d'aller dans les salles d'attente, eh bien on ne va pas dans le secteur libéral où on ne sait pas y faire appel, où on n'ose pas, etc. Ou parce qu'on n'a plus envie et puis qu'on se laisse se dégrader, plein de raisons. Et du coup, d'aller vers et de s'organiser pour qu'une autre offre puisse être proposée, c'était le but de ces permanences d'accès aux soins de santé qui ont été créées suite à une loi de lutte contre les exclusions de 1998. Donc les services ont été créés dans les hôpitaux initialement de plus de 700 lits, puis après ça s'est étendu à des hôpitaux plus petits. Mais donc il y en a partout en France. Et voilà. Après, elles sont toutes organisées un peu différemment. Certaines sont organisées uniquement en consultation dans les murs de l'hôpital, d'autres sont allées vers, d'autres sont organisées en équipe mobile. Quand je dis aller vers, c'est donc faire des consultations dans les lieux d'hébergement ou d'accueil. Voilà, ce que vous faites. Ce qu'on fait nous. Mais on s'est vite rendu compte sur Annecy, donc on allait beaucoup vers, comme j'ai dit, on a fait des permanences dans les lieux d'accueil, etc. Mais il manquait des maillons pour différents types de publics, parce que les publics ne se mélangent pas forcément beaucoup. Le centre d'accueil de jour en journée en pleine ville, qui s'appelle l'Herminette, reçoit plutôt des gens de la rue, des jeunes avec des chiens, voilà. Et à la halte, qui est pourtant pas très loin, c'est plutôt les étrangers, c'est plutôt, voilà. On rencontre aussi des gens de la rue, mais c'est un peu une typologie bien différente de public. Bon. Du coup, c'était important d'aller de diversifier un petit peu les catégories d'offres. Et du coup, on se rend compte comme ça qu'il manque encore des endroits. Il manque encore, par exemple, on nous a demandé d'aller dans les camps de Rome, ou dans les camps de Rome, ou pas Rome, mais dans les camps de personnes qui vivent en hébergement de fortune.
et ça, c'était compliqué. On pouvait pas, même si on avait beaucoup de professionnels déjà qui travaillaient dans la PAS, donc on nous a proposé de rédiger des projets d'équipes mobiles, et on a été financé récemment sur une équipe mobile pour ses camps de fortune et les squats. Donc on a du temps médical, du temps infirmier, du temps d'assistante sociale et de sage-femme. Et là, pareil, pour compléter encore le type d'activité et puis renforcer encore, augmenter les maillons de tout ce réseau, on a depuis longtemps la sensation qu'il nous manque quelque chose qu'il nous manque des référents ou des interlocuteurs privilégiés en quelque sorte au sein de l'hôpital, pourtant, pour la santé mentale et la psychiatrie. Du coup, on a pareil rédigé un projet d'équipe mobile qui a été accordé, qui est financé. Donc on est en train de recruter pour justement amener la psychiatrie à l'extérieur aussi, ce qui n'est pas facile, même si les CMP existent. Ce sont des endroits où justement, centres médico-psychologiques, où on devrait pouvoir, on peut avoir des rendez-vous avec des infirmières et c'est très, très bien organisé, mais pour notre public, c'est plus compliqué. Et du coup, il manque entre le CMP et pour ce qui est de la ville, si c'est possible, et avec l'hôpital, quelque chose qui soit plus fluide et qui puisse, avec souplesse, se rendre soit à l'occasion de situations aiguës, soit auprès des partenaires pour expliquer des problèmes de patients qui resteraient dehors, qui ne nécessitent pas une hospitalisation, mais qu'on a du mal à comprendre ou avec lesquels, dans le collectif, on a du mal à s'adapter ou à faire accepter par les autres personnes hébergées, par exemple, ou des situations comme ça que l'équipe de psychiatrie pourrait désamorcer ou expliquer, avec des... On parle beaucoup d'ailleurs de cette détresse psychologique depuis quelques mois. C'était peut-être déjà d'ailleurs le cas pour certains des patients que vous rencontrez. Quand on parle de crise sociale et sanitaire, si je puis dire, vous êtes en plein dedans. Est-ce que vous avez eu la sensation que votre rôle était encore plus important ces derniers mois ? Donc par rapport à la détresse psychologique, il y en avait déjà avant le confinement, la crise sanitaire, parce que on est confronté, nous, en tout cas en tant qu'assistante sociale, on est confronté à la désillusion des personnes qui arrivent en France aujourd'hui pour se faire soigner, et elles ont une idée du système français qui n'est pas celui qu'il est aujourd'hui. Et du coup, il y a une très forte désillusion. Et nous, on accompagne aussi à la déconstruction de ces représentations qui se sont faites au pays et pour lesquelles ils sont venus ici en France. Et donc ça crée déjà une détresse psychologique. Et elle est accentuée là avec la crise sanitaire, par le confinement, par cette liberté aujourd'hui qui vient être restreinte et qui l'est également de par leur situation administrative et de par leur situation de précarité. Et donc du coup, tous ces facteurs, ils font que la détresse psychologique aujourd'hui, elle est un peu plus importante, ou en tout cas elle est différente peut-être. Et les moyens qu'on va pouvoir apporter, ils vont devoir être adaptés aujourd'hui, je pense, à cette nouvelle forme qui arrive et qu'on constate aujourd'hui. Ensuite, pour le public, parce que je fais un peu la différence... Le public, moi je dis ça en résidence stable, parce que c'est des publics qui sont parfois hébergés en centre d'hébergement, mais pour qui c'est pour quelques mois, etc. Il y a une détresse psychologique, mais elle est différente. Elle est différente. Il y a déjà une forme de résilience par l'idée qu'ils se font du système. Et notre rôle, c'est un petit peu d'essayer de venir recréer le lien, remontrer les possibilités et puis vraiment aller vers, pour le coup, d'essayer de leur montrer un autre aspect du système social et du système de santé qu'ils ont pu connaître ou là où il y a eu des freins, quoi. Voilà. Même question à toutes les deux pour conclure. Vous avez déjà évoqué quelques projets pour combler ces fameux maillons, pour toujours aller au plus près de publics très différents. Comment vous appréhendez les prochains mois ?
de vos points de vue de professionnels, évidemment. Moi, en tant qu'assistante sociale, comment j'appréhende les prochains mois, comme les précédents, le but, c'est vraiment de les reconnaître ce public, de leur dire qu'on reconnaît aussi leur situation dans laquelle ils se trouvent, qu'on les voit, qu'ils existent. Et puis, ensuite, ça sera toujours l'aller vers, créer du lien et essayer de montrer les différentes possibilités aujourd'hui qui existent pour répondre à leurs demandes, en fait. C'est voilà un petit peu comment j'appréhende la suite. Oui, et puis moi, je suis assez satisfaite de la façon dont les choses évoluent parce que les institutions, on nous fait confiance et on étoffe encore l'offre et on nous permet d'étoffer l'offre que l'on souhaite apporter. On a un projet d'étoffer aussi des consultations dentaires et de proposer des choses plus faciles. La psychiatrie qui va pouvoir aller au-devant pour justement nous aider pour la partie quand même qui est très importante de santé psychique et de santé mentale pour lesquels on a quand même du mal à faire face. Nous, on s'occupe surtout de la partie organique et voilà. Mais je trouve que c'est certes autant dans la précarité qu'ailleurs, hein, les gens souffrent quand même de la situation sanitaire actuelle et voilà, notre idée, c'est que ce ne soit pas des personnes oubliées et que il y a plein de gens qui sont mobilisés pour ce public-là quand même. De toute façon, on n'est pas les seuls, mais on fait partie d'un ensemble et puis pour justement que rien ou que personne ne soit oublié. Voilà. Et justement, je pense que le confinement et cette crise sanitaire, elle a quand même permis qu'on puisse travailler vraiment tous ensemble, comme on le faisait avant. Mais il y a eu un gros élan de solidarité aussi avec les citoyens. Comme on a pu le voir, il y a des maraudes maintenant sur Assise citoyenne, etc. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et du coup, ça va vers un positif quand même. Ça va vers un positif. Oui, je trouve qu'il faut. Merci beaucoup pour votre témoignage, votre travail au quotidien et votre présence sur ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, l'équipe de 8 Mont Blanc. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt.